politique qui permet de lutter contre l'immigration clandestine. Je le dis parce que d'une rive l'autre, il faut comprendre les contraintes. C'est très compliqué d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'on ne met plus de contraintes sur les visas si en même temps il y a beaucoup d'immigration clandestine, qui était la situation qu'on avait. Bon. Et dans le même temps, vous l'avez dit, il y a des tas de familles qui vivent des destins partagés et qui sont les victimes en quelque sorte des politiques qu'on doit prendre à ces moments-là. Donc ce que nous avons décidé, c'est de travailler ensemble et avec aussi une certaine, je dirais, confiance collective, et donc ça ne se fera pas par voie de presse, mais je vous en donne. Non, mais je vous dis comment on va procéder. On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les politiques qui nourrissent la relation bilatérale. Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais. Et en effet, vous avez tout à fait raison, il y a ce sujet des frais, donc ce qui permet, si on simplifie un peu nos procédures, d'avoir une visibilité plus rapide et d'éviter d'engager trop de frais qu'on doit ensuite rembourser. Donc c'est un dossier sur lequel on a longuement parlé hier, jusqu'au milieu de la nuit, avec le président, et sur lequel nous avons mandaté nos ministres, et donc qui va avancer dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc on va vers un assouplissement des visas accordés aux Alors, Algériens? non, on va... Vous savez, il y avait beaucoup plus de visas qui étaient accordés, je suis transparent avec vous, les chiffres sont publics, il y a 5 ans. Donc il y a eu une politique aussi que j'ai souhaitée, qui était à mon avis légitime, de remise sur le métier de ce sujet. Mais comme je viens de le dire, on souhaite le faire dans un esprit très partenarial, avec beaucoup de délicatesse. On souhaite améliorer la coopération pour lutter contre l'immigration clandestine, pour mieux lutter contre celles et ceux qui troublent l'ordre public et qui sont perçus comme dangereux. Et je crois que c'est notre volonté commune. Et à côté de ça, simplifier les choses pour les femmes et les hommes qui construisent la relation bilatérale. Donc c'est surtout, on va clarifier notre approche commune de la migration pour être beaucoup plus coopératif et efficace dans la lutte contre les trafics et les personnes dangereuses, et pour être beaucoup plus proactif pour les familles de binationaux et ces migrations choisies, comme celle pour nos jeunes en particulier, vers lesquelles je vais aller dans un instant. Monsieur le Président, alors il faut... Regardez. Alors, je vais répondre sur le gaz. Reformulez votre question pour que tout le monde l'entende. Avez-vous manifesté au président Tebboune un intérêt de la France pour augmenter ses importations de gaz algérien? Alors, je sais que ce sujet, et c'est tout à fait normal dans la période, alimente beaucoup de chroniques. Je veux ici le préciser. La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20% de notre mix, donc c'est très peu. Et dans cet ensemble que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne. J'ajoute à cela que contrairement à nos amis et collègues italiens qui ont un gazoduc, compte tenu de la faible distance qu'il y a entre le territoire italien et le territoire algérien, il n'y a pas de gazoduc. Nous, c'est du gaz qu'on va donc liquéfier puis regazéifier. Donc il y a des volumes qui existent, mais ça n'est pas de nature à changer les choses. Donc pour les mois qui viennent, on va continuer de faire ce qu'on fait, on l'a consolidé, on essaiera de faire un peu plus, mais la coopération franco-algérienne n'est pas de nature à changer la donne et à nous permettre de diversifier davantage compte tenu de la structure même de notre relation sur ce sujet. Donc quand j'ai entendu des commentaires disant le président va venir à Canossa pour avoir plus de gaz, ça c'est n'importe quoi. Il faut juste regarder comment ça se passe aujourd'hui, c'est pas possible. Bon. Par contre, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien. Parce que j'essaie de dézoomer les choses. Nous, on ne va pas avoir de problème, parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour avoir plus de gaz liquéfié qui va se faire au Havre, avec nos entreprises. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver. Le sujet est européen. Et c'est un sujet de solidarité européenne. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une solidarité européenne, et elle est nécessaire, il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz, et en particulier du gaz russe. Et c'est là qu'il faut faire un effort collectif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a à la fois un plan de sobriété, de diversification du gaz et d'accélération d'autres projets. Ce n'est pas qu'en franco-français. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout en compétition à cet égard avec l'Italie. C'est très bien que, et j'en remercie l'Algérie,
l'Algérie et dit j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation et on peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va d'une part être un peu augmenté d'ici cette année et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous parce que ça va réduire, ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe et donc ce faisant de nous protéger de tous les aléas géopolitiques. Parallèle de ça et à plus long terme, nous ce qu'on veut engager avec l'Algérie, c'est d'abord consolider un partenariat qui existe entre nos grands industriels. Total Énergie Renouvelables et Sonatrach ont un partenariat. Je souhaite qu'on continue de le développer, que ce soit un partenariat industriel et de recherche pour limiter aussi les émissions sur le fossile. Et puis nous, on va consolider aussi les partenariats économiques sur matériaux et terres rares, qui est vraiment un immense levier géopolitique entre l'Algérie et la France. Puis sur le plan économique, on va aussi le diversifier sur les sujets d'innovation. Et pour moi, dans le grand pacte que je veux ouvrir avec la jeunesse, les sujets d'innovation et de digital seront clés. C'est pour ça que j'ai lancé ce fonds lors du sommet des deux rives qui va permettre à nos entrepreneurs et notre diaspora de porter des projets en Algérie. C'est pour ça qu'on veut ici financer et lancer un équivalent de l'école 42 pour former la jeunesse, aider à former la jeunesse sur ces métiers. Et c'est pour ça qu'on veut créer un grand incubateur du numérique pour permettre de développer des projets. Est-ce que vous avez sur les propos qui vous ont été prêtés en septembre dernier, en ce début de voyage, ces propos sont oubliés? Non mais vous savez, c'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Et moi j'essaie depuis que je suis président de la République et même avant de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi, je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie. Ma famille non plus. Mais je sais une chose. La France ne peut pas avancer sans avancer sur ce sujet. Et l'Algérie non plus. Pourquoi ? Parce que nos histoires sont liées. Parce que la place que représente l'Algérie avec le nombre de binationaux, de Français d'origine algérienne, d'Algériens vivant en France aujourd'hui, fait qu'il y a des millions de Françaises et de Français ou de binationaux qui sont concernés par cette histoire. Si j'ajoute à ça les harkis et leurs descendants, les rapatriés et leurs descendants, sont encore plus de millions de Français. Et c'est pareil pour l'Algérie. Nous avons été ici pendant un siècle et demi. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Et je le fais d'abord avant tout pour la France, parce que c'est la matrice du problème mémoriel que nous avons avec tant et tant de pays. Je crois que beaucoup de choses ont été faites par nos historiens, ensuite politiquement, comme jamais nous ne l'avions fait. Ce que nous avons acté ensemble hier avec le président Tebboune, c'est une avancée à mes yeux qui est historique aussi, puisque pour la première fois ensemble, on a dit nous allons mandater une commission mixte d'historiens. 5 à 6 historiens de chaque côté. On va leur ouvrir la totalité des archives. J'ai, dans les périodes récentes, ouvert des archives qui étaient encore fermées. Ils auront évidemment accès à celles-ci, mais le président algérien m'a dit j'ouvre aussi les miennes. Et de la période 1830 jusqu'à la fin de la guerre, de pouvoir donner à cette commission la possibilité de travailler sur tout. Les premiers temps de la colonisation, avec leur dureté, avec la brutalité, avec ces événements si importants pour la nation algérienne et sur lesquels il faut revenir, jusque, par exemple, le travail qui est fait sur les disparus, qui était une commission administrative et qui doit revenir aux historiens. Et donc tout ça, on va laisser les historiens travailler et on va leur demander de nous donner les travaux, qui seront peut-être des premiers travaux, d'ici 1 an. Et ensuite, nous jalonnerons ce travail avec des gestes communs. Ça, je crois que c'est une avancée considérable pour ce travail de vérité, de reconnaissance qui est un des socles pour construire la relation d'avenir. Sinon, on bégaye en permanence. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez obtenu comme garantie ? La jeunesse, pourtant, beaucoup de jeunes à qui on a pu parler dans les rues d'Alger disent nous, on a tourné la page déjà. Est-ce que vous avez le sentiment, en revenant au
cours des 24 premières heures de ce voyage sur cette mémoire, d'être en phase avec cette jeunesse. Mais je suis simplement, d'abord je regarde ce que nous devons faire pour nous. Je suis aussi accompagné par beaucoup de jeunes. On avait là dans l'histoire est familiale est prise par cela et qui en ont besoin. Je sais aussi que dans nos pays, on n'a pas de leçons, nous, à donner, nous, Français. Force est de constater que la dernière session de l'Assemblée nationale, elle s'est ouverte avec un député français qui a reparlé de l'Algérie. Donc vous voyez bien que ça passe pas non plus. Donc il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire, il faut pouvoir dire des paroles de vérité qui sont historiques. Nous, on n'a pas de leçons à donner, vous savez. C'est pas passé chez nous non plus. Et l'exemple que la France a donné sur le plan politique, je vais raconter, moi, aux Algériens, nous, on a tourné la page, etc., tout va bien. C'est pas vrai. Après, je vois aussi qu'il y a beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux et ailleurs, de puissances impérialistes contemporaines qui utilisent ce passé pour dire la France, regardez ce pays. Les impérialistes d'aujourd'hui disent n'aimez pas la France, c'était vos colons d'hier. Extraordinaire myopie et manipulation de l'histoire. Le seul antidote face à ça, c'est pas de donner des leçons, c'est pas de manipuler l'histoire face à la manipulation de l'histoire, c'est d'être ouvert et de dire cette histoire est la nôtre. Elle est embarquée, c'est notre dette, je ne la qualifie pas, mais elle est sur nos épaules. Et on doit la regarder, la reconnaître pour que chacun y prenne sa place. Et donc je pense que nos jeunesses en ont besoin, oui. Après, pour moi, ça n'emporte pas tout et je ne veux pas y rester plongé, enfermé. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on laisse ces plis de l'histoire ainsi collés, en quelque sorte, on se heurte au retour du refoulé. Parce qu'en fait, c'est pas, si vous voulez, c'est presque psychanalytique dans la vie des nations. Pour pouvoir vivre après la guerre, il a fallu oublier. C'est le décret de Sparte. Tu dois oublier. Et c'est ce qui s'est passé des deux côtés. Et quand il y a ce devoir d'oubli, cette sommation politique, parce que tant et tant de vies étaient embarquées, il y a un refoulé. Et ce à quoi on assiste ces dernières décennies, c'est le retour du refoulé. Si on veut avancer, il ne faut pas en rester là, parce qu'avec le retour du refoulé, vous avez le ressentiment, vous avez le mensonge, vous avez le fantasme qui vient sur l'histoire, et beaucoup de choses qui, du coup, sont brassées. Et donc, nous, on doit pouvoir, et je pense que nos générations peuvent le faire, parce que nous n'avons pas été partie prenante. C'est de se dire pour nous-mêmes, on doit réussir ce travail de mémoire et d'histoire, vérité et reconnaissance. Quelles sont les garanties que vous avez obtenues du côté algérien sur l'ouverture de leurs archives? Et qu'est-ce que vous répondez à certains responsables politiques qui, en France, disent « ça y est, déjà, encore de la repentance » ? Non, mais je l'ai dit, c'est pas du tout de la repentance, c'est de la vérité, de la reconnaissance. Il n'y a pas de grande nation s'il n'y a pas de vérité sur notre histoire. Et de reconnaissance, il n'y a pas de grande nation, c'est pas vrai. Et il y a un travail politique de chaque jour. Faire de la politique au sens noble du terme, présider, c'est en effet écrire une histoire contemporaine, c'est projeter le pays, c'est pouvoir bâtir cette aventure. Simplement, cette histoire, elle ne peut pas reposer sur des mensonges, sur des oublis ou sur, en quelque sorte, bloc à bloc, des récits qu'on voudrait opposer l'un à l'autre. Sinon, on construit, en quelque sorte, l'impossibilité d'une amitié franco-algérienne. Parce qu'on se dit, aimer la France, c'est bâtir un récit qui ne vous reconnaît pas, aimer l'Algérie, c'est bâtir un récit qui ne vous reconnaît pas ou dit que vous n'êtes que cela. Parce qu'il y a aussi, de ce côté de la Méditerranée, un récit qui s'est construit, expliquant à la jeunesse, au fond, votre avenir, c'est de continuer le combat qui consiste à ne pas aimer la France. Certains le disent. C'est pas vrai. Parce que cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation, ni même la guerre. Donc vous voyez bien que c'est un travail de confiance. Donc nous nous sommes engagés en bonne foi, on l'a décidé ensemble. Quand on s'engage en bonne foi, on s'engage à réussir ou peut-être à avoir des échecs ou des écueils. Mais enfin, je crois dans la parole du président. Pour la première fois, nous l'avons décidé ensemble. On a signé un texte qui va l'acter et nos historiens vont avancer ensemble. Comment qualifiez-vous votre relation avec le président Tebboune? Ça a été tendu pendant quelques temps. Elle est amicale, de confiance. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter. D'abord, je pense que nous savons l'un et l'autre que pour nos pays, il nous faut travailler, lever les malentendus et savoir passer beaucoup de temps à nous comprendre. Et nous l'avons fait jusqu'au milieu de la nuit. Et je dirais que c'est une relation de respect et d'amitié.
Et le dossier sur Reagan, sur les victimes. Alors attendez, j'arrive. Sur la situation au Sahel, la France a acté le retrait de ses armées. L'Algérie est un pays pivot dans la région. Quelle est la position aujourd'hui de l'Algérie et par extension la présence de Wagner, ces mercenaires russes dans la région? Alors écoutez, d'abord, sur la position de l'Algérie, il appartient aux autorités algériennes de la dire. Pas moi. Ce qui est vrai, c'est que l'Algérie a un rôle tout à fait clé dans le Sahel, géographiquement, politiquement, et aussi dans la mesure où les accords d'Alger restent le texte fondateur de la transition pour le Mali. Bon. Les troupes françaises, auxquelles je veux ici rendre hommage, quelques instants après avoir rendu un hommage pour les morts pour la France ici dans ce cimetière, les troupes françaises ont lutté contre le terrorisme au Mali, contre ce qui était un risque quasi avéré de partition du Mali. Et sans les troupes françaises, il est à peu près sûr aujourd'hui que le Mali ne serait plus un pays uni et que le terrorisme aurait refleuri, je le dis, dans un pays qui a connu le terrorisme islamiste. Donc je veux rendre hommage à nos armées, et nos armées se sont retirées du Mali, pas de la région. Parce que nous avons réarticulé une stratégie aux côtés de plusieurs pays du Sahel et du Golfe de Guinée, visant à les consolider, venir en appui pour lutter contre justement ces mouvements terroristes qui affaiblissent les États et menacent les populations et nous menacent tous, la région et l'Europe. Dans ce contexte-là, la volonté, c'est de renforcer le partenariat avec l'Algérie, de pouvoir œuvrer ensemble, à la fois sur le plan politique et diplomatique pour le suivi des accords d'Alger, mais aussi pour passer les bons messages et éviter en effet que des mercenaires puissent fleurir dans la région, en particulier ceux de Wagner. Avez-vous évoqué la question des droits de l'homme et des centaines de détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes avec le président Tebboune? Nous avons tout évoqué avec le président Tebboune, avec beaucoup de liberté et l'intégralité des sujets. Il ne m'appartient pas ici de m'ingérer dans la politique algérienne. Les cas dont j'ai parlé sont les cas que nous connaissions et sur lesquels nous avions à connaître, si je puis dire, et à avancer. Et je lui ai fait part de la manière dont je voyais les choses, qui est celle toujours de la transparence, de la liberté, des libertés politiques et de leur respect. Je sais qu'il y est sensible. Je sais aussi qu'il est attaché à cela. Ces cas se régleront en plein respect de la souveraineté algérienne et du chemin qu'il aura à mener. Je reviens à la mémoire. Est-ce que le dossier de Reagan, vous en avez discuté, et est-ce que les victimes vont être prises en charge? Nous avons discuté de ce sujet. Comme vous le savez, il fait l'objet d'une commission jointe qui a avancé. Il y a eu à nouveau des réunions qui sont tenues en juin. Donc les choses avancent en toute transparence. Elles ont beaucoup avancé aussi sur les constats qui sont faits. J'ai montré ces dernières années ma volonté aussi d'ouvrir et d'indemniser. Donc oui, le chemin se fera. Il faut après que chaque cas soit documenté et qu'on puisse, derrière ce travail très précis qui est historique et individuel, pouvoir ensuite mettre en place ces indemnisations. Une question sur l'Ukraine, Monsieur le Président. Qui dit que le jury ne s'est pas prononcé sur si vous étiez un ennemi ou un ami de la Grande-Bretagne. Comment vous réagissez? Écoutez, c'est jamais bon de trop perdre ses repères dans la vie. Si on me posait la question, parce que c'est plutôt comme ça que je vais vous répondre en creux, quelle que soit la personne qui est à considérer le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France. Et vous savez, nous vivons dans un monde compliqué. Vous avez de plus en plus d'îles libéraux, de démocratie autoritaire, de puissance, de déséquilibre. Si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, le terme n'est pas neutre, on va vers de sérieux problèmes. Donc oui, à coup sûr, je le dis, le peuple britannique, la nation qu'est le Royaume-Uni, est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants, ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade. Sur l'Ukraine, Monsieur le Président. Parlons du retour de refoulé. Quelle est l'opinion ou le point de vue de l'Algérie sur la guerre en Ukraine et la Russie? Là, il appartient aux autorités algériennes de se prononcer. Je sens ici, je vois ici, comme vous, je le sais, je pense sous le contrôle de vos confrères algériens. La nation algérienne s'est construite contre le colonialisme et l'impérialisme. La guerre en Ukraine est une guerre de puissance
coloniale et impériale qui va envahir un voisin. Donc j'en tire une conclusion simple, de par ce syllogisme. Le peuple algérien ne peut être que contre une guerre coloniale qui consiste à envahir un État souverain et à violer sa souveraineté, son intégrité territoriale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que vous êtes inquiet des derniers événements à Zaporijia? Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière? Il y a une préoccupation, une inquiétude très forte sur la sûreté nucléaire. C'est pour ça que depuis mars dernier, je me suis profondément engagé en lien avec le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour tout faire pour protéger d'abord Tchernobyl, puis maintenant Zaporijia. J'ai rencontré hier matin le directeur général, après de nombreux contacts durant l'été et des contacts avec les présidents Zelensky et Poutine. Je veux dire deux choses très simples. La première, la guerre en aucun cas ne doit porter atteinte à la sûreté nucléaire du pays, de la sous-région et de nous tous. Et donc le nucléaire civil doit être totalement protégé. C'est l'objet de cette mission qui se tiendra très rapidement et dont nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part, pour laquelle nous avons obtenu les garanties de sécurité de la part des Ukrainiens et des Russes et qui pourra donc se déployer, faire une mission indépendante et aider à protéger. La deuxième chose, c'est que le nucléaire civil ne doit pas être un instrument de guerre. Et donc la souveraineté des États doit être respectée quant aux installations nucléaires. Vous avez parlé, sur l'Iran, président, sur des nouvelles puissances impérialistes. Est-ce que vous faites le constat d'un certain désamour avec la France sur le continent africain? Il y a une autocritique sur la politique française sur les dernières années à faire? Écoutez, j'ai réengagé depuis 5 ans une politique avec le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'ai essayé de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a parfois les oripeaux du passé. Et ça met du temps pour construire la confiance. Mais je le fais avec patience, engagement et affection. Pour le continent africain et pour l'Algérie en particulier. Parce que nous sommes liés. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle-là. J'aborde tous ces sujets avec beaucoup de liberté, d'ambition, d'amour. Donc avançons. Monsieur le Président, vous avez parlé de sport hier. La dernière fois que la France et l'Algérie se sont affrontés en foot, c'était il y a 20 ans. Il y a eu un envahissement de la pelouse, ça s'était mal fini. Est-ce que vous souhaitez, Monsieur le Président, qu'un nouveau match de foot ait lieu entre les sélections algériennes et l'équipe de France? On va en parler avec évidemment le Président et ses équipes. C'est pas à moi de me prononcer. Et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir pour certaines. Je nous le souhaite. Moi, je pense que le sport doit réconcilier. Donc c'est pour ça que demain, à Orange, je serai avec nos sportifs en prévision des JO. Le sport et la culture. Exactement, on fera les deux. Ce sont des lieux où on doit ensemble financer des projets, porter des projets, aider la jeunesse à s'engager. L'innovation, la culture, comme je l'évoquais hier dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois, on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement. Donc oui, il y a un match entre les équipes de France algérienne et... Je pense que ce serait une bonne chose pour conjurer le passé. Le nucléaire iranien, vous croyez qu'un accord est imminent? Vous croyez un accord à signer dans les prochains jours? Il ne m'appartient pas de faire des pronostics, il m'appartient de dire que nous avons été très vigilants à ce que les équilibres d'un accord sérieux soient préservés. On a eu des discussions importantes ces derniers jours avec le président Biden, le chancelier Scholz, le Premier ministre Johnson pour avancer. Maintenant, la balle est dans le camp des Iraniens. J'ai pu aussi réassurer le directeur général de l'AIEA de notre attachement à l'indépendance de l'agence et au fait que la France sera derrière l'agence pour que tous les sujets techniques qui relèvent de celle-ci ne fassent pas l'objet de pression politique. Je pense que c'est un accord, s'il est conclu dans les termes qui sont aujourd'hui présentés, est utile et vaut mieux qu'un non-accord. C'est aussi un accord qui ne règle pas tout, nous le savons, qui fait que la question iranienne demeurera une question
qui impose de parler du balistique, de l'influence régionale, des déstabilisations multiples, et il nous faudra réengager. Voilà. Merci. On continue. Hein. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Ashpan, very cool.